Bienvenue à tous. Cette vidéo va être faite pour mes confrères ostéopathes. Bien entendu, elle s'adresse à tout le monde, aux patients d'abord, et puis aux médecins de médecine physique, aux kinésithérapeutes et à tous les thérapeutes qui sont intéressés par une nouvelle méthode d'ostéopathie. Alors, je m'appelle Jean Stigler, j'ai travaillé pendant 30 ans au début comme kinésithérapeute, puis ensuite 20 ans comme ostéopathe. Donc maintenant je suis en retraite, je travaille de temps en temps en remplacement et je voulais faire passer à tous les confrères, à tous les gens intéressés, une méthode que j'ai mise au point à partir de d'autres méthodes bien entendu, au bout de pratiquement en fin de carrière. Je l'ai appelé la défibrillation neuromusculaire. Défibriller, ça veut dire décoincer les fibres. La défibrillation, tout le monde sait ce que c'est avec un défibrillateur électrique dans l'arrêt cardiaque. On en voit des défibrillateurs dans la rue et ça permet de faire repartir le cœur par une pulsion électrique importante sur le plexus cardiaque et sur le cœur de façon à envoyer un coup de poing électrique sur le myocarde, sur les ventricules et de façon à pousser l'influx nerveux qui stagne et qui comprime émotionnellement ou autre le cœur et empêche le ventricule de faire son mouvement de battement pour envoyer le sang dans le corps. Donc le but de la défibrillation, c'est décoincer les fibres qui sont écrasés par l'influx nerveux. Car, sans faire de polémique, le problème de la défibrillation, c'est de s'adresser à l'influx nerveux, pas au tissu directement. On s'adresse d'abord à l'influx nerveux. Les tissus, on peut les travailler, que ce soit la structure squelettique ou que ce soit les tissus musculaires, tendineux, etc., par les manipulations, par le massage éventuellement, mais là on s'adresse uniquement aux tissus. Nous nous adressons aux influx nerveux. Pourquoi? Eh bien parce que l'influx nerveux, c'est lui qui commande. Il vaut mieux s'adresser au bon Dieu qu'à ses saints, qui commande les muscles, les articulations, les vertèbres, l'influx nerveux. L'influx nerveux, c'est le grand mystère de la vie. Il faut dire la vérité, c'est que la science est très peu avancée sur cette recherche, bien que des chercheurs américains, Hodgkin, Huxley et Ickels, qui sont prix Nobel de médecine en 1963, ont découvert comment se propulsait l'influx nerveux, c'est-à-dire cette électricité qui part du cerveau et qui va activer les muscles en examinant les tentacules d'un calmar géant. En faisant des coupes, ils se sont aperçus que le neurone avait une membrane plasmique qui créait un gradient qui était entouré à l'extérieur de ions positifs avec le sodium et d'ions négatifs à l'intérieur avec le potassium. Donc ils se sont aperçus que l'influx nerveux, pour aller onduler un tentacule à 7 mètres, 6-7 mètres sur un calmar géant, l'influx nerveux était propulsé par des milliers de batteries électriques qui, le long de la membrane plasmique, se répondaient entre l'intérieur et l'extérieur, positif, négatif, et faisaient avancer l'influx nerveux. Donc notre but, c'est de comprendre comment l'influx nerveux avance par cette justement pompe ionique. Ce sont des pompes de sodium situées de part et d'autre de la membrane plasmique du neurone qui créent un gradient de charge d'environ 70 à 100 millivolts. Et donc ce sont des batteries électriques qui permettent la neurotransmission par une onde de dépolarisation répercutée par des relais accélérateurs qui sont les nœuds de Ranvier, qui se nourrissent d'ions de sodium et de potassium. Tout ça c'est très bien, c'est très intéressant et ça a permis de comprendre ce que nous faisons manuellement. Le défibrillateur électrique agit par son onde, par son impulsion électrique. Nous allons créer cette
impulsion électrique par percussion des doigts, perpendiculairement au tissu. Quand je fais ça, c'est 30 millivolts. Si je masse, c'est 0 millivolts, pratiquement. Si on percute, on fait 30 millivolts. Si on vibre en partant du coude, on fait 30 millivolts. On vibre sur le plexus cardiaque, on percute sur le plexus cardiaque, le plexus solaire, le plexus mésentérique, le plexus hypogastrique, là on vibre. On ne tape pas sur les ovaires ou sur les parties urogénitales, on vibre. Donc le but c'est de créer un courant qui va permettre de se substituer à l'influx nerveux qui n'avance plus. Le but c'est de le faire avancer, car l'influx nerveux, s'il stagne par exemple suite à une opération, dans une incision, qu'est-ce qui va se passer? Un œdème. L'œdème va comprimer les récepteurs sensitifs et la douleur apparaît. La douleur est une amie, elle nous dit où ça se passe. Elle nous montre où les récepteurs sensitifs sont écrasés. Notre but c'est de permettre aux récepteurs sensitifs d'être décoincés, on défibrille, on relâche la pression électrique pour permettre au sang de passer. Le but est toujours la fluctuation sanguine, vasculaire. Il faut que le sang passe pour que les organes soient alimentés et puissent donc fournir leur travail fonctionnel. Bon, il faut bien comprendre que le langage de l'influx nerveux est un langage électromagnétique. Personne ne sait comment fonctionne l'influx nerveux. C'est le secret de la vie. On sait comment fonctionne chaque organe, le foie, le cœur, les intestins, etc. Le sang, la circulation veineuse, artérielle, les différents plexus nerveux. Mais qui commande tout ça? L'influx nerveux. Ce courant électrique qui part du cerveau. Mais comment arrive-t-il dans le cerveau? D'où vient-il? Personne n'en sait rien. Nous ne savons pas du tout actuellement radiographier l'influx nerveux, donc tous les diagnostics se font sur ce qu'on voit, c'est-à-dire sur les tissus, sur les os, sur le squelette, sur les examens biologiques, etc. Mais le diagnostic ignore complètement ce qu'on ne voit pas, qui est le plus important, c'est-à-dire l'influx nerveux. Il y a des électromyogrammes, des électroencéphalogrammes, on sait enregistrer le courant avec des aiguilles, etc. sur un papier, mais on ne sait pas scanner le corps et voir où se trouvent des amalgames d'influx nerveux qui stagnent. L'influx nerveux subit, il y a l'influx nerveux volontaire, la moelle, les nerfs rachidiens, involontaire, les deux chaînes neurovégétatives, qui commandent les organes automatiques, le cœur, etc. Et surtout, il y a l'émotionnel qui est le plus important, c'est-à-dire nos pensées, positives ou négatives, qui viennent perturber l'influx nerveux et le projeter. Alors l'influx nerveux, c'est immédiatement quand il est sur les chaînes neurovégétatives où il va pouvoir se reposer. Son but, c'est d'aller dans un endroit où il va pouvoir stagner et son travail, c'est de serrer. Il serre. Et donc, toutes les tendinites, les problèmes de contracture, les problèmes de douleur, qu'elles soient osseuses, tissulaires, vasculaires, les tumeurs, etc., tout ça est créé par des amalgames d'influx nerveux qui stagnent et qui serrent, empêchant le sang de faire son travail. Quand le sang est fluide et nourrit normalement un organe par le sang artériel ou éjecte les toxines par le sang veineux, aucun problème, l'organe va bien. Par contre, quand l'influx nerveux arrive sur le foie, par exemple, et commence à serrer, le foie travaille beaucoup moins bien. S'il vient serrer le coude, ici dans le tennis elbow par exemple, eh bien, peu à peu, on va dire, tiens, il y a une tendinite, on va soigner, donner des anti-inflammatoires, des antalgiques. Oui, mais ça ne parle pas du tout à l'influx nerveux. L'influx nerveux a un langage électromagnétique, il ne comprend qu'un autre influx nerveux. Il ne comprend rien aux anti-inflammatoires, ni aux autres molécules chimiques. Donc, nous allons faire un travail dans cette nouvelle ostéopathie pour stimuler l'influx nerveux et l'empêcher de stagner. Voilà. Si je veux travailler, par exemple, une tendinite du coude, je ne vais pas travailler directement le coude. Je vais travailler en amont. Pour faire circuler le sang, il faut que la porte de sortie soit évacuée. Donc, le défilé thoraco-brachial, les vertèbres cervicales, les différents plexus nerveux qui commandent le bras.
Et ensuite, en dernier, le bras. Et on va toujours respecter deux règles. La première, c'est ce qu'on appelle l'enroulement embryologique. L'embryon s'enroule. La formation de l'embryon est en forme de croissant fermé, comme ça, et l'embryon, c'est un souvenir tissulaire qui nous marque depuis, après la conception, dès qu'il commence à se former, par une attitude flexion. Flexion, rotation interne, expiration. C'est la position du fœtus. Et au moment de l'accouchement, au moment du déroulement embryologique, il va faire une reptation dans l'utérus et sortir en extension, inspiration. Il va ouvrir ses poumons d'un coup et la circulation, l'oxygène, l'air commence aérobique à fonctionner. Et à ce moment-là, le sang, bien entendu, est oxygéné et on se retrouve dans cette position d'extension qui est la libération de la position embryologique. Quand on va vouloir soigner un membre, un genou, une cheville, une épaule, un coude ou une main, toujours on va chercher à libérer les rotateurs internes et à aller en rotation externe, inspiration, extension. Là, le sang passe. Là, on peut travailler en percutant et on va aller toujours percuter les rotateurs internes, empêcher l'enroulement et surtout ne pas prendre des positions antalgiques qui vont bloquer le sang et accélérer l'inflammation. Voilà, ça c'est une petite explication pour comprendre le mécanisme de l'influx nerveux qui ne comprend qu'un langage, c'est le sien. Et on peut droguer les synapses des nerfs par des anesthésiants ou des neuroleptiques, mais l'influx nerveux qui stagne sur les plaques motrices n'entendra pas ce langage chimique. On peut masquer la douleur chimiquement, c'est-à-dire droguer, shooter les gens avec des antalgiques, mais l'influx nerveux, une fois l'effet antalgique passé, sera toujours là et il bloquera tout. Donc ce sont des cache-misères, tous ces remèdes anesthésiants, car l'influx nerveux, pour le déplacer, a besoin d'une autre impulsion électrique qui le pousse. Et entre courants, ils se comprennent très bien. C'est ça l'intérêt. C'est de permettre de défibriller, c'est-à-dire de décoincer la zone douloureuse comprimée en accélérant le drainage par la contractilité des vaisseaux lymphatiques et veineux. Le problème, c'est d'accélérer la circulation du sang et d'empêcher l'œdème et les pressions sur les récepteurs sensitifs qui, eux, déclenchent la douleur et qui préviennent le cerveau et disant au secours, j'ai mal. Et heureusement qu'ils font ça parce qu'ils nous préviennent que c'est là que ça se passe, ou que c'est là. Voilà. Donc, tout frottement génère de l'électricité. On crée une onde électrique sur la zone douloureuse par percussion des doigts. Et la répétition de ces percussions ou vibrations doit se faire assez rapidement, pas trop fort, mais selon une règle qui est toujours la perpendiculaire par rapport au tissu, pas comme ça, parce que ça fait ça. On ne pousse pas l'influx nerveux à plat, on le pousse verticalement, tout doucement. Et la défibrillation manuelle d'un membre dure au début, surtout en préopératoire ou post-opératoire, entre 20 et 30 minutes à la première séance et doit se répéter après une opération régulièrement. Le patient, il faut lui apprendre. C'est pour ça que cette vidéo s'adresse aux patients en premier pour qu'ils comprennent comment on peut arriver à soulager des douleurs. Ni les vêtements, ni une chaussure, ni un plâtre ou une résine ne font obstacle au courant. On peut percuter à travers un vêtement, à travers un plâtre, et la défibrillation neuromusculaire permet donc avant tout d'empêcher l'œdème et l'inflammation. Voilà.